Aujourd'hui, un petit tutoriel pour vous présenter la structure radioconcentrique des métropoles européennes dans le cadre de notre étude des grandes métropoles. Alors, pour étayer cet exposé, je me base sur deux sources. Donc voici les références, avec notamment le manuel Géographie 3e, 6e. Alors aujourd'hui, le plan de l'exposé, les métropoles d'Europe et leur structure radioconcentrique, on verra après de quoi il s'agit, avec différentes unités territoriales, unités d'espace, qui vont nous être utiles pour l'analyse. D'abord un noyau urbain, qui va être vraiment le centre-ville. Ensuite une première couronne constituée de faubourgs et de quartiers bourgeois du 19e siècle, c'est ce qu'on va considérer comme la proche banlieue. Donc là on est déjà dans la banlieue, mais la banlieue plus proche, par opposition avec la grande banlieue, qui est plus éloignée et plus vaste que la proche banlieue. Et enfin, une dernière unité, qui est l'espace périurbain. Péri autour, urbain la ville, autour de la ville. C'est vraiment l'espace le plus éloigné et le plus vaste, qui est situé à l'extérieur, vraiment très très loin du centre de la ville. Alors tout d'abord, un plan radioconcentrique, eh bien, je me baserai sur la définition qui est dans vos feuilles. L'espace métropolitain est ainsi composé d'une série de couronnes, on peut les voir ici, qui se succèdent du centre à la périphérie. Donc on a différents anneaux. Ici ces anneaux, on les voit très très bien. Hein. On a ce centre, puis ici une deuxième couronne, et une troisième couronne ou un troisième anneau ici. Là c'est un modèle concentrique, et là où il devient radioconcentrique, c'est parce que vous voyez qu'ici, entre le centre et certains éléments, certaines couronnes, on a des rayons qui partent vers l'extérieur. Ils partent parfois du centre, parfois de la banlieue, mais on a un système comme ça, à deux dimensions, à la fois concentrique, mais aussi radioconcentrique, avec ces rayons perpendiculaires qui permettent d'avoir des axes de pénétration ou d'évacuation de la ville. Donc on a ces différentes voies de circulation radiale, hein, qui convergent vers le centre ou inversement vers l'extérieur. Ces différentes radiales sont reliées entre elles par des voies de circulation circulaires, hein, donc ce sont bien ces anneaux. Généralement dans une ville, ce sont les boulevards de ceinture, le périphérique, hein, qui prennent généralement place aux limites des différentes couronnes urbaines. Voilà ce qu'est un plan radioconcentrique. Alors bien sûr ici, c'est un modèle théorique, donc c'est-à-dire que c'est un dessin qui simplifié, qui tend à rendre compte de toutes les villes européennes. Donc dans beaucoup de villes européennes, on va se rendre compte qu'à peu de choses près, on a cette structure qui revient. Évidemment, ça ne va pas être exactement la même, et ça ne va pas être symétrique et comment dire, vraiment parfaitement géométrique comme celle-ci. On va avoir des formes plus ou moins circulaires, mais on peut toutes les ramener d'une manière simplifiée à ce modèle. Alors, je pars du centre ici. Tout d'abord, il y a un noyau urbain, c'est toujours la base, hein, au Moyen-Âge ou un peu plus en avant. On a l'apparition d'une ville par rapport à un site, généralement un site qui est bien défendable, hein, ou qui est situé près de facilités de communication, par exemple comme les voies navigables. C'est souvent le cas. Donc on a l'apparition de ce centre. Et à partir de ce centre, on va bien sûr avoir des axes d'échange qui vont partir dans différentes directions. Alors ce n'est pas forcément des lignes droites, hein, évidemment. Ce sont différentes artères comme ça qui vont permettre l'échange, le commerce de marchandises, de biens, mais aussi bien sûr les migrations et les déplacements de personnes. Alors ce centre, évidemment, va être entouré au Moyen-Âge d'une enceinte, d'un mur fortifié ou de plusieurs murs, et ces murs sont percés de portes par lesquelles passent ces différents axes de circulation, ces différentes artères. Au XIXe siècle, évidemment, les invasions et les populations ont autre chose à faire que de faire la guerre. Donc on n'a plus d'utilité de ces anciens remparts qu'on va abattre dans la plupart des cas, dans la plupart des villes, pour permettre vraiment à la ville de partir à la conquête
de l'espace extérieur des remparts, extramuros, qui va permettre vraiment le développement de la ville et par une perforation comme ça de ces anciennes murailles. Et donc on a la constitution de la banlieue proche. On va d'abord appeler les faubourgs. Alors les faubourgs, voilà une image par exemple de ce qu'est un faubourg, une photo pardon, une photographie de ce qu'est un faubourg. On va retrouver quand même des petites rues comme dans le centre historique, hein, des petites rues sinueuses et étroites, mais on va avoir de plus en plus tendance, plus on va vers l'extérieur, à retrouver des grands axes, des points de fuite comme ça, qui permettent de rejoindre l'extérieur de la ville, l'extérieur extramuros. Voilà les faubourgs, qui est la première couronne de la banlieue. Et bien sûr, ben là, on va retrouver ces murailles, cette enceinte qui va être remplacée par des axes de circulation, généralement par des boulevards. On voit bien ici les boulevards. Alors si vous prenez la majorité des villes en Europe, hein, que ce soit des grandes métropoles ou des plus petites villes comme Ath ou comme Mons, même comme Tournai, Bruxelles évidemment, vous allez trouver à l'emplacement des anciens remparts, si on prend des anciennes cartes et qu'on enlève les remparts, on va retrouver à cet emplacement-là exactement les boulevards qui font le tour de la ville. Et autour de ces boulevards, on va trouver des maisons quand même assez luxueuses, hein, qui ont été construites à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où on avait toutes les populations les plus bourgeoises qui s'étaient bien enrichies. À l'époque, l'industrie est florissante. Et toutes ces populations vont venir s'installer sur ces boulevards qui sont vraiment des points de vue. C'est aussi à ces endroits-là qu'on va retrouver les différentes gares, puisque le chemin de fer, c'est au 19e siècle qu'il apparaît. Donc c'est pour ça que dans les villes, on va retrouver plus ou moins les gares à égale distance du centre. C'est pour cette raison-là. Et bien sûr, une fois que ces remparts sont tombés, la ville va continuer à grandir et à constituer cette banlieue proche avec un habitat qui est quand même relativement dense. Hein. Les maisons sont quand même encore collées les unes aux autres et il y a beaucoup de personnes qui résident à cet endroit-là. Les densités de population sont toujours assez importantes. Ensuite, on va avoir la ville qui va continuer à se développer comme ça vers l'extérieur et on va voir apparaître différents axes routiers, ici symbolisés en rouge, parce qu'ici on est sur des densités de population qui sont moins importantes, donc c'est plus facile de tracer des routes. Et là on est au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, juste après la guerre. On va commencer à avoir chacun une automobile dans chacun des ménages. Chaque ménage aura sa voiture. Et donc, on va avoir vraiment une expansion des routes et autoroutières. Et donc là, on va créer généralement des grands périphériques, hein, des grandes couronnes autoroutières autour des villes, avec différents axes évidemment qui vont relier les autres grandes villes. Près de ces axes, on va retrouver évidemment de grandes entreprises qui vont venir s'installer, de grandes industries et qui vont former vraiment des quartiers industriels qui vont eux-mêmes après attirer des travailleurs qui vont s'installer près de ces quartiers, près de ces usines. Donc non, on a là dans cette grande banlieue différents types d'activités. Il y a des gens qui viennent pour dormir, pour habiter évidemment, et d'autres pour travailler. Voilà, c'est ce qu'on vraiment on va appeler banlieue. Alors après, dans certaines régions, on va avoir l'apparition de grands immeubles, hein, comme ça, des immeubles tours ou des pavillons qui vont être construits dans cette périphérie, dans cette zone, comme ça, cette nouvelle zone créée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On aura aussi des villas 4 façades qui vont fleurir, hein, style, comme le style de pavillon que vous voyez là en image, avec, il faut bien se dire, la nécessité de quasi d'avoir une voiture, parce que là vous êtes vraiment à l'extérieur de la ville, il y a très peu de commerce, donc si vous voulez certainement faire vos courses et tout ça, tout le monde ne peut pas être desservi par les transports en commun, donc là il faut avoir une voiture. Donc vous voyez que l'émergence de ce nouveau territoire est vraiment liée à l'avènement de l'automobile, au fait que l'automobile devienne vraiment quelque chose de très courant. Hein. Avant les années 60, les automobiles étaient quand même quelque chose de relativement rare. À partir des années 60, chaque ménage possède son automobile. Donc tout est lié.
Et donc on va avoir le développement de cet espace périurbain, vraiment sur des espaces très très grands. Et on va avoir des petites villes avant qui étaient, je veux dire, à la périphérie des grandes métropoles et des plus grandes villes qui vont être vraiment absorbées, des petits villages qui vont vraiment être absorbés par cette expansion périurbaine. Cette expansion périurbaine, pardon. On a le cas à Bruxelles. À Bruxelles, si vous sortez du Ring à un certain moment, du côté de Hoylart ou Overijse, vous allez avoir vraiment d'anciens villages qui ont vraiment été rattrapés par la ville et qui maintenant font partie de la ville. Donc ça donne un espace assez hétéroclite, assez différent, qui n'est pas très homogène. Voilà, et bien sûr, dans cet espace périurbain, il va y avoir des lotissements qui vont être faits avec des nouveaux habitants qui vont venir y résider. Avec toute la difficulté, évidemment, c'est qu'on est de plus en plus loin du centre-ville. Donc si vous travaillez dans le centre-ville ou si vous voulez vous rendre dans le centre-ville, ça devient très difficile. C'est pour ça qu'à un certain moment, les villes sont tellement grandes que les centres-villes dépérissent parce que les personnes n'ont plus le temps d'y aller, évidemment. Donc voilà, cet espace périurbain, on va voir aussi naître des retail box, comme on appelle ça, des centres commerciaux comme ça qui naissent à l'extérieur des villes avec, je ne sais pas, avec plein d'enseignes, que ce soit, je ne sais pas, Brantano, des Tom Co, et tout ce qui s'ensuit, des Krefel, je ne sais pas, des Mediamarkt, tout ce que vous voulez comme enseignes qui peuvent exister, s'installent à ce moment-là vraiment dans des zonings commerciaux de ce type-là, dans cet espace périurbain. Et ici, vous pouvez voir sur cette photographie aérienne que l'espace périurbain finalement va être très diversifié. On va avoir des zones commerciales, des zonings commerciaux, comme je viens de le dire, mais encore des entreprises, des villages qui se sont fait englober par la ville, de nouveaux habitats sous forme de lotissement, et encore des zones où on pratique l'agriculture. Donc là, on a vraiment un espace qui est très difficile à comprendre parce qu'il est très très diversifié. Voilà, ici l'exposé avec un petit récapitulatif. S'il y a vraiment que deux choses à retenir, retenez d'abord le plan radioconcentrique. De quoi s'agit-il, hein? C'est vraiment ce schéma qui a été montré tout à l'heure dans le début d'exposé que vous retrouvez dans vos feuilles. Hein, la structure en cercle relié par des rayons et les trois grandes unités d'espace qu'on va utiliser pour analyser la ville, à la fois le centre, la banlieue proche et la grande banlieue, et l'espace périurbain. Bien sûr, le reste est aussi à retenir, il faut savoir de quoi il s'agit, mais ça, c'est vraiment les choses à ne pas rater absolument pas. Je suis à votre disposition si vous avez des questions au prochain cours, et n'hésitez pas à revoir une ou plusieurs fois cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. Bon travail et bonne fin de journée, à bientôt.